Je m'appelle Émilien Duret, cette histoire est mon histoire. Je suis jusqu'à ce soir chef d'un réseau de résistants. Je n'ai plus la force de continuer. Un lourd passé hante mon esprit depuis ces dernières années. Ce secret raconte ma vie lorsque j'étais jeune instituteur de campagne, quand je fus appelé comme tant d'autres à partir pour la Grande Guerre. Dès les premiers mois, je compris que cette guerre n'était pas celle que l'on nous promettait. C'est le 15 avril 1917 que je pris la fuite avec Henri, Edmond et Marcel. Nous fuyions les tranchées où le reste de la compagnie allait payer de leur vie, leur obéissance aveugle. Avancez, avancez. C'était sûrement la dernière chose qu'ils entendaient avant de se faire embrocher par les barbelés, rougis d'avoir ôté la vie à tant de soldats. Je pris le risque de les faire sortir des tranchées, passant outre les ordres de mon supérieur qui fit monter le reste de ces petits soldats se faire fusiller comme des lapins, face à des Allemands toujours plus redoutables. Je ne sais plus depuis combien de temps nous déambulions dans les bois. Dans notre fuite, nous rencontrâmes Maurice, un jeune soldat qui surveillait les alentours. Il nous raconta comment lui et ses amis avaient déserté, se réfugiant dans les bois. Très vite, l'idée de le suivre nous sembla la meilleure décision. Ils étaient 4 comme nous. Ensemble, nous trouvâmes un petit point de chute encerclé par les bois et par plusieurs champs de bataille. Ici, pas de grade, pas d'ordre. Nous accomplissions chacun à notre tour des tâches élémentaires pour survivre. Gabriel s'occupait de la chasse, et moi je devais ravitailler ce petit monde en eau potable que j'allais chercher au ruisseau à 1 kilomètre du camp. Alors, c'est à toi de jouer, tu rêves ou quoi? Gagner? C'est pas possible. Tu sais, Paul, t'as vraiment une chance de cocu. C'est ce qu'on dit dans mon village. Qu'est-ce qu'on dit dans ton village? J'ai entendu des coups de fusil tout à l'heure, près du ruisseau. Sûrement des charognards. Ils achèvent les blessés. C'est plus facile à piller un cadavre. T'énerve pas comme ça, tu vas t'étouffer. Gabriel a retrouvé le courrier à 5 km du camp. Le courrier ou le facteur? Le courrier. Le pauvre homme est mort. Je l'ai enterré. Dans notre compagnie, on avait l'habitude d'appeler le facteur le pigeon voyageur. Il avait encore son sac plein de lettres. Dans la nôtre, c'était le corbeau. Dès qu'un soldat recevait une lettre, la plupart du temps, c'était une mauvaise nouvelle. Mais ma lettre contient une bonne nouvelle. Thomas, tu ne sais ni lire ni écrire. Comment sais-tu que c'est une bonne nouvelle? Bah, il y a une croix dessus. S'il y a une croix dessus, alors on est sauvé. Va voir Emilien, il va te la dire ta bonne nouvelle. Émilien, j'ai besoin de toi. Ne bouge pas! Nein, nein, Ne bouge pas! nein! Lève ta main! Lève ta main, je te dis! Thomas, t'es papa. Comme 2 canards à qui on a coupé la tête, on courait, écœurés. Ces hommes qu'on appelle les Boches, en quelques minutes avaient détruit tant d'efforts à survivre, mais aussi la fraternité, la vie qui renaissait avec tous ses espoirs, et faisaient de nous des traîtres et des lâches fuyant les balles pour mettre fin à ce cauchemar. Pas d'eau, pas de vivres, et plus de munitions. Selon Edmond, il y a un campement de la Croix-Rouge, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de notre camp. Comme nous avons fui vers l'ouest, nous devons être à une demi-journée de marche. Il faut partir sans attendre.
Tu n'entends pas les coups de feu. Face à nous, nous ne savons même pas si c'est l'ennemi qui tire ou notre armée. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Allez, nous devons aller voir. Ce que tu dis? Un Franzosen! Un Franzosen! Laisse-le partir, nous a rien fait! Un Franzosen! Laisse-le, je te dis! Il alerte les autres Boches. Nous serons morts dans moins de 5 minutes. Alors laisse-moi... Alors on l'emmène avec nous! Mais tu es fou, c'est un... Un homme! C'est un homme! Après tout, c'est ton problème. Si tu veux crever pour l'ennemi, à toi de voir. Attends! Attends! On va partir ensemble! On aura plus de chances de rester en vie que chacun de son côté! Avec un boss blessé. Fermez, oui! Lève-toi! S'il est découvert par les Allemands, il va nous donner notre direction. Et on est presque arrivé au camp. On va perdre beaucoup de temps avec le Bosch. Au moindre faux pas, homme ou allemand, je le tue. C'est toi là. Pose toujours, je comprends pas ta langue. Je sais même pas si j'ai envie de la comprendre. La question, il ne vaut pas. Il a soif autant que toi. Et alors, je partage avec toi, pas avec le Bosch. J'ai du mal à te comprendre, Emilien. As-tu déjà oublié? Thomas, Edmond, Marcel et les autres. Et que diras-tu à la femme de Thomas? Hein? Tu as sauvé un Bosch? Mais que tu es désolé de ne pas avoir pu sauver son mari? Je ne te permets pas de Qu'est-ce que dire tu vas ça. faire pour m'empêcher de parler? Me tuer peut-être? C'est le comble, ça. Non. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tuer cet homme ne fera pas revenir nos amis. Il est soldat, comme nous, mais dans l'autre camp. Il a le droit de vivre. Tu parles comme un curton, Emilien. J'ai déjà entendu ce genre de discours. 2 jours avant mon départ pour la guerre, le curé de mon village nous avait lu un merveilleux passage de la Bible sur la fraternité entre les hommes. 6 mois plus tard, le village fut brûlé par les Allemands. Hommes, femmes, enfants, pas un survivant. 1 semaine après le drame, j'avais reçu une lettre de ma femme qui m'annonçait l'heureuse nouvelle et j'étais père. Je lui avais construit un petit camion de bois le soir dans les tranchées. Il était trop jeune pour y jouer, mais jusqu'à quand la guerre m'empêcherait de le voir? Quand j'ouvris la porte, une odeur. Une odeur qui me collait à la peau depuis les tranchées. Celle des corps qui pourrissaient, à 1 mètre de nous accrochés au fil barbelé. Mais cette fois, c'était chez moi, Emilien. Chez moi, pas là-bas. C'est ma femme que je découvrais en premier. La tête coupée sur la table. Mon fils était bien sagement couché dans son berceau à côté de la cheminée.
L'espace d'un instant, j'ai cru qu'il lui avait laissé la vie sauve. Quand je vis remuer doucement la couverture qui l'enveloppait. Mais ce n'était pas lui qui bougeait. C'était les rats qui étaient en train de le dévorer. J'ai brûlé la maison. Et je leur ai dit adieu. Ensuite, je suis descendu au village. Plus rien ne bougeait, plus rien ne vivait. Je sais pas pourquoi. Je suis rentré dans l'église allumer un cierge. Et c'est là qu'il me vit. Il se jeta sur moi comme un chien sur son maître. C'était le curé du village. Je lisais dans ses yeux le remords de ne pas avoir eu le courage de défendre ses fidèles qui imploraient l'aide de Dieu pendant que les Allemands brûlaient tout. Il restait là, agenouillé, à me parler de Dieu, de la Bible et du pardon de Dieu. Il me parlait de Dieu! Alors que j'avais vu le diable. Et je suis là, au milieu de nulle part, avec un de ceux qui ont tué ma famille. Ihr Feiglinge! Du Dreck Franzose! Henri, reprends-toi. Nous sommes tout près de l'église. Allez, partons avant que la nuit tombe. Emilien. Brave Emilien. Pardonne-moi pour ce que je vais faire. Komm, bring mich um! Du meinst, es leicht mich! C'est pas ça qui va m'arrêter, sale fumier! Tu vas tout mal! Le Feiglinge! Non! Weg! Weg! Weg, du drei Franzose! Weg, du drei Franzose! Henri, accroche-toi. Henri, accroche-toi. Tu entends les cloches du couvent? Nous sommes tout près. Accroche-toi. Henri! J'enterrai Henri. Je ne voulais pas qu'il termine comme tant d'autres soldats dans les charniers. Je le mis sous un arbre, un chêne. Je pris seul le petit chemin qui conduisait au couvent de la Croix-Rouge. Je fus bien accueilli. Les infirmières me gardèrent 3 jours. Je n'avais pas de blessure grave, mais elles avaient deviné en moi une autre souffrance. Henri était mort par ma faute. L'armée me transféra dans un service administratif jusqu'à la fin de la guerre. Je reçus par la suite des mains du maréchal Pétain la médaille d'honneur. Mais personne ne connaissait mon histoire puisque tous les soldats dont j'avais croisé la route étaient morts, sauf un.